Alors, un chirurgien qui va vous parler de biomécanique, ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de vous ouvrir une petite porte vers un monde que vous avez déjà pu entreapercevoir et pour lequel nous aussi on a poussé la porte. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui nous échappaient dans la reprise du sport et on avait un certain nombre notamment de ruptures qu'on comprenait pas bien. Donc tous les mécanismes de rupture du croisé, ils sont assez bien connus et détaillés dans la littérature. Et le monde de l'orthopédie côtoie le monde de la biomécanique parfois sans beaucoup le croiser. Et en fait, quand on discute avec eux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà bien déterminées. Et ils connaissent beaucoup de choses, nos amis biomécaniciens, sur la façon dont surviennent les mécanismes de rupture du ligament croisé antérieur. Et il faut dire que dans notre pratique courante, enfin je sais pas vous, mais moi jusqu'à présent, pour le retour au sport, je m'intéressais assez peu à leur capacité à utiliser leurs genoux avant de retourner sur le terrain. Donc tout ce que vous avez entendu avant, c'est extrêmement intéressant, c'est même beaucoup plus poussé que ce que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer là où on en est nous. Donc vous savez que l'image est très importante pour l'analyse du mouvement. Vous regardez tous les week-ends les matchs à la télé et vous voyez qu'on voit très bien les mécanismes et le docteur Delavilla vous a montré qu'il y avait des études qui avaient permis d'analyser les traumatismes, les mouvements qui aboutissaient aux ruptures du croisé en fonction des situations de jeu, de la position des membres, etc. Et cette analyse du mouvement, elle est aussi possible de le faire en milieu un peu plus fermé mais près de l'utilisation sportive. Et ça peut être un outil de rééducation, c'est comme ça qu'elle est utilisée chez nous dans le centre de rééducation à côté. Alors c'est pas dédié à tout le monde, mais les gens qui ont un peu de temps et un peu de ressources, ils font de la rééducation à la phase de réathlétisation pour rééduquer leur mouvement. Donc comment ça se passe? On a une piste, on travaille en intérieur, c'est des milieux protégés et puis on fait des enregistrements. Donc ça nécessite quand même un peu de matériel puisqu'il faut des caméras. Alors tout ça c'est des choses dont les prix ont beaucoup baissé. Il faut des plateformes de force. Il faut des plateformes de pression et il faut un peu d'espace avec pas trop de mouvements dessus parce que vous enregistrez les mouvements d'un athlète, donc vous voyez que l'espace que vous avez devant les yeux, il est quasiment dédié à une seule analyse. Bon, tout ça c'est un peu d'argent, ça coûte à peu près 250 000 € d'équiper un truc, donc évidemment c'est pour l'instant pas accessible à tout le monde, mais c'est en train de se démocratiser. Voilà, donc l'analyse des positions des membres à l'occasion des mouvements permet de calculer beaucoup de choses que les biomécaniciens adorent, comme des angles, des forces, des vitesses, et tout ça, ça permet de mieux comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui de la pente tibiale. Quand les gens ils font du sport, ils augmentent leur pente tibiale du fait de la position, par exemple, de leur membre inférieur et de leurs pieds. Et vous voyez que pour une pente tibiale osseuse pas forcément très importante, en fonction de la position de la jambe, on peut beaucoup augmenter la contrainte. Parce que vous avez bien compris que la pente tibiale, ça entraînait des contraintes importantes sur le ligament croisé antérieur. Donc tout ça, c'est à la base des programmes de prévention, de correction de gestes et puis de screening du risque. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues et bien publiées. On vous a montré avant les cas de rupture au football sur les gestes défensifs. C'est des choses qui sont bien décrites. Voilà. Donc nous, on a essayé d'utiliser cet outil pour développer un test pour autoriser ou pas le retour à l'entraînement. Et donc on a appelé ça le Meritest. Donc comment se passe un test? En fait, on explique aux gens ce qu'on va leur faire parce que c'est pas un truc très fréquent, la biomécanique. On va les équiper parce qu'il faut leur coller des marqueurs sur eux, 19 marqueurs. On les met en situation parce qu'ils vont avoir. Donc on a regardé dans la littérature quels étaient les tests validés pour pouvoir évaluer la qualité du mouvement au niveau du genou et qui est-ce qui exposait aux lésions du ligament croisé antérieur. Et on a pris ceux qui étaient les plus solides et les mieux étayés. Donc on leur fait faire un test de course, un CMJ, un drop jump unipodal et des single leg, des sauts sur une seule jambe, notamment avec un test de décélération qui nous semble très important. Vous avez tous probablement eu ça, des gens qui ont été opérés du croisé, qui reviennent 9-12 mois après et qui vous disent qu'ils se cassent juste sur une course, sans torsion, sans rotation, sans contact. Et c'est ça qui nous a pas mal interrogé. On a essayé de comprendre pourquoi on avait ce type de rupture. Et puis à la fin, on propose un bilan, c'est-à-dire que l'aspect sympathique de la biomécanique, c'est que vous pouvez montrer aux patients ce qui se passe
leur montrer leur attitude, leur montrer des attitudes caractéristiques, leur montrer comment ils sont de l'autre côté, parce que parfois ils sont très bien de l'autre côté, et puis parfois ils sont pas bien du tout, et c'est assez visuel puisqu'ils ont une compréhension de la façon dont ils utilisent leurs genoux, et si vous leur donnez quelques explications simples, ils arrivent à comprendre quel est l'objectif de cette réathlétisation qui s'annonce et pourquoi on les laisse pas retourner tout de suite au terrain alors qu'ils ont un genou qui va bien, qu'ils ont un Lachman à arrêt dur et qu'ils ont un SLR ici élevé, un test isocinétique plus que correct. Donc comment ça se présente? On a fait toute une démarche pour essayer de rendre ça explicite. Donc on fonctionne avec des zones de travail, des zones de confort, et on va évaluer des éléments de force, des éléments dynamiques, des éléments de pliométrie. Ça c'est la première ligne. Et vous voyez, on évalue un peu leurs compétences. Ça leur donne un peu les axes de progression. Ça leur permet aussi d'avoir un peu moins une sanction que quand ils font juste un test, par exemple un test isocinétique. Vous avez tous eu ces patients qui ont un mauvais test isocinétique et qui sont effondrés. Là, ça permet de quand même mettre en valeur un certain nombre d'éléments de travail qui ont déjà été faits. Puis après, on va découper ça entre l'explosivité, l'équilibre des forces, la capacité pliométrique et la force musculaire, et leur montrer à peu près où ils en sont. Alors pour l'instant, on accumule de la data progressivement parce que en fonction de l'âge, du sexe, du sport, tout ça c'est assez variable. On est à 400 tests et en fait c'est un test apprenant. Au fur et à mesure qu'on va faire des tests, on va pouvoir déterminer des catégories et mieux caler les gens. Et après, on va analyser la stabilité au niveau du bassin, de la hanche, du genou et de la cheville pour essayer de donner les axes de travail et de dépister des endroits qui n'auraient pas été bien travaillés avec des éléments ici de biomécanique. Alors ça commence à devenir un peu dans le détail. On a aussi bien sûr les tests de confiance. Donc vous voyez là un test qui est assez dégradé, qui correspond à un test de confiance pas incroyable. Donc on leur fait des conclusions détaillées écrites qu'on transmet à leur rééducateur, leur kiné ou leur médecin rééducateur, et puis on leur fait des recommandations détaillées sur le programme de réathlétisation qu'ils vont avoir après. Après, on va avoir une feuille qui redonne le détail du test et on va pouvoir leur expliquer quelles sont leurs performances, la comparaison avec l'autre côté et les axes de progression donc sur les différents types de sauts. Je vais vous montrer quelques exemples après pour que ce soit plus compréhensible. Alors, on fait aussi la même chose sur le draw jump, sur le single leg. Vous voyez que par exemple qu'on fait beaucoup de tests de verticalité ou de réception et pas tellement de tests de longueur parce qu'en fait on a trouvé que c'était assez peu discriminant. Et puis après, on fait un test de course parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y en a beaucoup qui savent pas très bien courir. Et on analyse la force de façon certes un peu plus sommaire qu'avec des tests type isocinétique, mais on arrive quand même à dépister des asymétries, notamment sur le quadriceps et les ischios, et de permettre de leur dire où ils en sont en termes de récupération. Alors ça détermine des choses tout à fait caractéristiques. Vous voyez par exemple là ici le décalage d'appui sur le côté gauche sur un croisé opéré à droite. Voilà, le patient il comprend très bien qu'il est en appréhension et qu'il utilise très mal son côté droit, et ça apparaît sous forme du calcul de la symétrie entre la droite et la gauche. Et quand on regarde le travail ici en poussée, on voit que c'est à peu près équilibré et que la différence se fait essentiellement au niveau du genou. Donc là, le travail de confiance, il manque au niveau du genou et c'est là qu'il faudra insister sur le travail pour pouvoir symétriser l'utilisation. Ça, par exemple, c'est un test qui est un peu meilleur. Vous voyez qu'on a réussi à le rééquilibrer et qu'il y a une poussée à peu près symétrique des deux côtés. Et là, on a un test qui est beaucoup plus homogène sur la symétrie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est parfait, mais ça veut dire que c'est comme c'est de l'autre côté. Le single leg hop test, donc là on fait un test qui permet de calculer la réception. Alors c'est pas uniquement la longueur qui nous intéresse, mais c'est aussi le comportement dynamique et notamment tous ces aspects de flexion de tronc qui sont totalement anormaux. Et c'est ce que les biomécaniciens appellent le stiffness, c'est-à-dire cette capacité à se réceptionner de façon très raide sur le membre opéré. Et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi très souvent et qui explique sûrement une hyper sollicitation d'un certain nombre de nos greffes. Ça c'est l'aspect dynamique de la hanche qui est quand même très très souvent perturbé. C'est l'élément dans nos tests qui ressort aujourd'hui comme le plus souvent perturbé et pas de façon tout à fait rare, de façon bilatérale. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de dépister un certain nombre d'anomalies d'utilisation. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que vous avez compris que j'étais comme Bertrand était pas un spécialiste du cerveau, moi je suis pas un spécialiste de la biomécanique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler ce garçon qui s'appelle Damien Dolin, qui est biomécanicien, qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur le sujet, et s'il y en a que ça intéresse, il vous expliquera ça avec beaucoup de passion. Il passe beaucoup de temps. Il faut savoir, par exemple, chaque test, c'est 1 heure de test et d'analyse et d'explication. Mais en tout cas, pour l'instant, les patients ont donc à plus de 400 tests. Ils sont assez intéressés.
Alors après, on ouvre un champ, parce qu'il faut voir si ces tests vont être prédictifs du fait d'avoir une nouvelle lésion du croisé, si les programmes de réhabilitation qu'on va faire vont permettre de corriger les tests, et si on peut faire du dépistage pour faire aussi de la prévention. Voilà, donc l'idée, c'est de donner des objectifs de retour au sport et d'avoir une progression objective avec le temps, d'être capable de faire ces diagrammes qui permettent de voir la progression et de couvrir des aires de performance. Voilà. En conclusion, ça ouvre plus de questions que de réponses pour l'instant, mais la validation, elle est en train d'être faite. La publication sur les 400 premiers tests, elle est en écriture, donc vous aurez ça bientôt. La question, c'est est-ce qu'on est capable de corriger les déficits? Est-ce que ça nécessite de faire des tests de contrôle et est-ce que ce sera efficient à terme pour faire de la prévention primaire ou secondaire? Je vous invite à venir à la SFA encore une fois, et puis pour les skieurs à Val d'Isère au mois de janvier pour le cours sur le genou. Merci.